après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSit. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ce 19e café de campagne, l'avant-dernier de l'année. C'est un café de campagne un peu particulier puisque nous l'avons co-organisé avec Ronalpia et ce café de campagne se décline dans le cadre du dispositif de Ruralité & Co organisé par Idealco. Voilà, donc il y a plein de gens qui nous ont rejoints. On a décidé sur cet avant-dernier café de campagne de traiter la question de l'entrepreneuriat au sein de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. On a souvent tendance à penser, et on le dit souvent dans les cafés de campagne, que l'innovation, la dynamique, etc., ça se fait plutôt dans les territoires urbains. Bien, nous, on démontre tous les jours que pas du tout. Et il y a bien une dynamique économique dans nos territoires ruraux et une dynamique économique qui a du sens. C'est bien tout l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, c'est de pouvoir décliner une économie qui s'inscrit dans le réel et non pas un réel qui est hors sol, mais bien un réel qui est trempé dans une réalité territoriale très forte au service de tous et de chacun et respectueux de l'environnement dans lequel nous vivons. Eh bien, c'est bien ça l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, c'est bien de décliner une économie qui a du sens. Et tous les projets, beaucoup de projets que nous soutenons, tous les projets que nous soutenons d'ailleurs, dans les territoires, à InSit, dans près d'une centaine de villages avec lesquels nous sommes en partenariat aujourd'hui, eh bien, s'inscrit dans cette thématique qui a du sens au service de chacune et de chacun, respectueuse des hommes et de l'environnement. Donc ça, c'est pour nous une problématique extrêmement importante et c'est pour ça que moi, je suis très heureux d'ouvrir ce 19e café de campagne déjà au service de l'économie du réel. Voilà. Donc merci à toutes et à tous de participer à ce café de campagne et je vais tout de suite passer la parole à Josépha de Ronalpia. Merci beaucoup Thibaut. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et ravie que Ronalpia soit partenaire de ce café de campagne aux côtés d'InSit aujourd'hui. Rapidement, pour vous présenter Ronalpia, on est une association loi 1901 qui détecte, qui sélectionne et qui accompagne des entreprises sociales. Donc nous, ce qu'on appelle des entreprises sociales, c'est des projets qui répondent à des enjeux de société en fait, en lien avec l'écologie, la justice sociale, l'insertion ou encore la mobilité. Donc tous les enjeux en fait, de société que rencontrent aujourd'hui nos territoires et des projets évidemment qui ont une gouvernance participative, c'est-à-dire qui impliquent les acteurs du territoire dans la construction de leurs projets et enfin une lucrativité limitée. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier de Ronalpia. Comme le dit notre nom, on est basé en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a accompagné gratuitement plus de 345 entreprises sociales depuis 2014, dont 50% sont portées par des femmes et encore plus dans les territoires ruraux. On est aux alentours de 73% des projets qui sont accompagnés qui sont portés par des femmes et 82% des projets qu'on a accompagnés qui sont toujours en activité. Donc Ronalpia met vraiment au cœur de son ADN l'ancrage territorial et depuis 2018 encore plus. On a accompagné plus de 90 projets en création dans 5 territoires ruraux et périurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes en proximité et c'est pour ça qu'on est ravis aujourd'hui d'être sur ce café de campagne avec InSit pour pouvoir parler de cet entrepreneuriat qui a un impact très local et qui permet de rapporter des services, des nouveaux produits auprès de certaines populations dans des territoires qui peuvent parfois être enclavés ou proches des métropoles. Enfin, comme le disait dans le jingle, une diversité de ruralité. Donc voilà, ça va être l'occasion d'en discuter avec vous tout au long de ce café campagne. Donc un grand merci pour l'organisation InSit. Merci beaucoup. Elsa, je te passe la parole. Merci Josépha. En tous les cas, nous, on est très heureux de cette co-organisation. Ça a du sens. L'état d'esprit d'InSit, c'est bien la co-construction, tant à l'échelle locale
qu'à l'échelle nationale. Donc, la co-construction de ce café de campagne avec nous, avec vous, est un véritable plaisir. Elsa. Merci Thibaut, merci à toutes et tous d'être là et merci surtout à nos intervenantes qui sont là aujourd'hui, parce que c'est une table ronde très féminine. On a pensé avec Josépha du coup ce café de campagne en 2 parties, une première qui tourne plus autour des porteurs de projets dans les territoires ruraux et une deuxième qui s'attarde plus sur le rôle des collectivités. Et du coup, je suis en charge d'animer cette première partie et j'ai la chance et l'honneur et la joie d'avoir à mes côtés pour ça, normalement, si elle est toujours là, Stéphanie des Locomotivés. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on te voit? Est-ce qu'on t'entend? Je suis toujours là. Parfait. Merci du coup d'être là et de venir nous parler du projet que tu représentes, qui est les Locomotivés. Est-ce que du coup, pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que c'est les Locomotivés? Merci, bonjour à tous. Alors, je suis donc Stéphanie, j'habite en Aveyron, au plein cœur de l'Aveyron depuis une 12aine d'années. Et je fais partie des 2 personnes qui ont créé les Locomotivés il y a maintenant une dizaine d'années. L'idée est partie d'un Vincent qui est gérant d'une SCOP basée sur le village d'Arvieux, qui est un petit village de 800 habitants entre Rodez et Millau. Donc on est vraiment à la campagne, on est loin des grands axes, enfin voilà, loin de tout. Et le principe, c'était un peu de se dire, si on veut construire notre vie, il faut la construire sur place parce qu'on ne peut pas aller à chaque fois en ville, aller consommer des choses qui ne sont pas forcément non plus adaptées à notre situation de pleine campagne. L'idée, c'était de proposer, de travailler autour de la relocalisation de notre alimentation, en se disant qu'on était sur un territoire très, très agricole, mais que par contre, pour aller faire nos courses, on allait tous en ville, à Rodez ou à Millau, aller acheter des pots de yaourt qui ont fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre assiette. On était à une période où la vente directe était en train de se développer, commençait à se développer en fait en Aveyron. Le paysage a complètement changé depuis 10 ans. Mais au démarrage des Locomotivés, il y avait quand même encore très peu d'agriculteurs qui transformaient et qui vendaient à la ferme. Et donc l'idée, c'était de s'appuyer sur cette SCOP, l'ITIS, qui est spécialisée dans le numérique, pour essayer de proposer un projet innovant à la campagne, de montrer que c'est possible de travailler sur des projets numériques. Donc l'idée, c'était de proposer un service de course en ligne, donc sur le principe des drives, uniquement composé de produits fermiers, et pour que chacun puisse faire ses courses à la carte. En fait, il n'y a pas de panier imposé, il n'y a pas de minimum de commandes, il n'y a pas de régularité, on n'est pas obligé de commander toutes les semaines, par exemple. Donc ça, c'était l'idée de base, et c'est la première idée qu'on a lancée. L'association s'est constituée il y a 10 ans autour de tout un tas d'idées autour de l'alimentation qu'on a essayé de mettre en place au fur et à mesure des 10 ans. Mais notre activité principale aujourd'hui et celle qui nous fait vivre, c'est cette organisation logistique autour du drive fermier. Donc aujourd'hui, il y a une 50aine de producteurs qui travaillent avec les Locomotivés. Donc c'est un débouché plus ou moins important pour chacun en fonction du type de produit. On a créé 2 emplois sur la commune d'Arvieux, puisque moi maintenant, après avoir passé beaucoup de temps bénévole pour monter ce projet-là, j'ai réussi petit à petit à créer un poste salarié. Et depuis 2014, on est une 2e personne salariée aussi aux Locomotivés. Donc on a créé de l'emploi. Voilà. Et on est aussi, la particularité, c'est que donc on est constitué en association et qu'il y a beaucoup de consommateurs qui se sont maintenant engagés et qui sont bénévoles au quotidien aux Locomotivés. Donc, ils sont membres, par exemple, du conseil d'administration ou qui nous aident très concrètement à la préparation des paniers le lundi après-midi. Voilà, donc pour vous donner quelques indications de chiffres, donc tout ça s'est bien bousculé avec depuis le Covid, évidemment. Mais aujourd'hui, on est à peu près 200 paniers en moyenne livrés chaque semaine sur une 30aine de points relais.
Et les points relais sont situés essentiellement à la campagne, donc sur notre territoire qui s'appelle le Lévézou, et une partie quand même en ville à Rodez. Voilà. Donc on a une trentaine de points relais qui sont achalandés chaque semaine, avec une organisation salariée bénévole pour organiser tout ça. Et on est à peu près à, donc 2021, 530 000 € de produits locaux vendus via ce circuit-là. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Désolée, j'ai cru que j'avais remis mon micro, mais non. Merci du coup pour cette présentation du projet. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a, au long de toute cette aventure entrepreneuriale qui dure depuis une dizaine d'années maintenant, des difficultés auxquelles vous avez fait face et puis peut-être comment vous les avez surmontées? Alors oui, des difficultés, on en a eu. On en a eu de différents types, j'allais dire. Il y avait vraiment des questions commerciales, il y a des questions logistiques qui se sont posées, et puis il y a des questions peut-être plus récemment humaines, en fait, voilà, comment on continue à faire fonctionner un groupe au bout de 10 ans. Les premières questions qu'on s'est posées, c'était 2 ou 3 ans après la création des locomotivés, en fait, où on était à un stade, on était à entre 50 et 80 paniers semaine, et il fallait qu'on trouve un modèle économique qui justifiait encore, voilà, pour pérenniser la structure. Et donc là, on a sollicité un premier accompagnement de l'ADEFPAT. Alors, je ne sais pas si je dois expliquer ce que c'est l'ADEFPAT, s'il y en a qui connaissent, je ne sais pas trop quel est le... Je ne pense pas que tout le monde connaisse, parce qu'à mon avis, il y a des gens de différents coins. Ok, donc l'ADEFPAT, c'est une association qui est basée dans le Tarn et qui a pour objectif d'accompagner des projets sur des territoires en milieu ruraux, et qui le fait par le biais de la formation action, notamment. Et donc, nous, en 2014, on a sollicité un premier accompagnement et on a bénéficié de 6 jours d'accompagnement par un formateur extérieur au locomotivé et qui nous a fait travailler sur toutes ces questions commerciales, justement, comment on fidélise, comment on se fait connaître, etc., etc. Donc ça, c'était un premier accompagnement qui nous a mis un bon coup de pied aux fesses. En fait, ça nous permet vraiment de sortir la tête du guidon et de se poser sur des questions essentielles sur lesquelles on n'a pas forcément le temps de se pencher au quotidien. Ça, c'était une première chose. En 2017, on a de nouveau sollicité un accompagnement par cette même structure et là, qui nous a accompagnés plutôt sur des questions de communication. Et on a notamment refait notre site internet à ce moment-là, puisque c'est notre seule vitrine. En fait, on n'a pas de magasin, on n'a pas de lieu physique, etc. Et on avait un site qui n'était vraiment pas du tout adapté. Ça faisait partie des pistes de développement, mais qu'on n'arrivait pas à approfondir. Donc, ils nous ont aidés à ce moment-là. Et on en a même sollicité un troisième. Donc ça, c'était un peu exceptionnel, en fait. Normalement, ils n'accompagnent pas autant. Mais on a eu un dernier accompagnement juste avant la crise, ou juste après, du coup, plutôt. Non, je sais, au moment du Covid, en tout cas. Où là, c'était vraiment des questions liées à la logistique. La logistique et notre implantation en ville ou à la campagne. En fait, il y avait plusieurs courants dans le groupe des locomotivés. Ceux qui disaient qu'il fallait qu'on reste à la campagne parce que c'était vraiment notre ADN et c'était notre marque de fabrique d'être à la campagne et de prouver que des projets comme ça sont viables et pérennes. Ou alors, au contraire, est-ce qu'il fallait qu'on se rapproche des consommateurs et de nos acheteurs et puis d'aller plutôt en ville avec du coup des projets de développement qui étaient complètement différents. Et donc là aussi, on a été accompagné une nouvelle fois par la DEFPAT. Le résultat était pas du tout celui qu'on attendait puisqu'il a abouti à la scission du groupe. Voilà, et donc là, c'était vraiment une grosse crise humaine, en fait, puisqu'il y a une partie des producteurs, dont certains historiques, qui sont partis à ce moment-là. Il y a une salariée qui est partie à ce moment-là aussi. Donc, c'était de grosses remises en question de plein de choses de notre côté. Par contre, ça a vraiment permis de réaffirmer avec les personnes qui restaient là, de se dire qu'on voulait être à la campagne. C'était vraiment une revendication
de notre différence avec des projets émergents, et il y en a eu beaucoup avec le Covid, de simplement profiter d'une manne de consommateurs en ville, voilà, pour faire vite. Et ben voilà, non, nous, on reste à Arvieux. Entre-temps, on a de la chance parce qu'on a une solution proposée par la mairie par rapport à cette question logistique qui était la question de base qui a été faite. Et donc, on a maintenant un local adapté sur la commune d'Arvieux pour pouvoir préparer nos commandes. Donc ça, c'était les accompagnements. Et puis, on en a fait un dernier en date où on a été sollicité par l'Union régionale des SCOP Occitanie, qui nous a proposé de suivre leur programme Alterventure, qui est un programme d'accompagnement sur 6 mois avec d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, ça permet vraiment de remettre, c'était vraiment des diagnostics plus généraux, mais qui nous ont permis de faire évoluer pas mal de choses, et notamment là sur toute la partie gestion financière. Voilà, donc petit à petit, tous ces accompagnements nous ont permis de passer la marche au-dessus à chaque fois, de se professionnaliser sur des outils, sur des locaux, des choses comme ça, et qui font qu'on en est là aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, Spire. C'est vraiment intéressant ce partage, ce témoignage. On reviendra certainement dessus avec Josépha tout à l'heure, je pense. Du coup, pour terminer, est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'économie sociale et solidaire dans un territoire rural? Alors ça, je trouve ça une question vraiment difficile. Je pense qu'il faut y croire, mais ça, c'est vraiment le conseil bateau, je crois. Nous, on a eu la chance, en tout cas à Arvieux, d'être dans un contexte hyper favorable à la création de ce projet-là. Et peut-être, c'est ce que j'aurais envie de partager, c'est que j'aurais pas pu monter ce projet-là si j'avais été toute seule à la campagne. On est sur une commune qui est reconnue pour son dynamisme et son innovation sur plein de sujets, mais pas seulement celui de la question alimentaire. Et voilà, ça a fait que la mayonnaise a pu prendre avec les locomotivés, en tout cas, il me semble. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je propose qu'on se garde un petit temps d'échange avec les personnes qui sont là après les questions qui arrivent, parce que finalement, ça faisait bien la transition avec Josépha. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poser à Stéphanie sur les locomotives, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit les garder pour tout à l'heure, on les posera à l'oral. Et du coup, je propose qu'on continue directement, parce que merci beaucoup Stéphanie déjà pour ce partage. Et du coup, tu disais que finalement, à chaque fois que vous avez rencontré une difficulté, un défi, que ce soit en termes de communication, de structuration, de recherche d'un modèle économique, de logistique, tout ça, vous avez réussi à le résoudre en vous faisant accompagner. Et du coup, Josépha est là justement pour nous parler du type d'accompagnement que peut faire Ronalpia. Et puis, on avait préparé une petite question. Donc là, on a eu déjà un aperçu, mais du côté de Ronalpia, est-ce qu'il y a des besoins que vous avez identifiés chez les porteurs de projets dans l'ESS en ruralité qui sont spécifiques, partagés ou pas? Voilà. Merci Elsa. En tout cas, nous, on peut faire un retour de ce qu'on voit sur le terrain avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Ce n'est peut-être pas une grande vérité, mais en tout cas, sur les 90 projets qu'on a accompagnés plutôt sur des enjeux de création, on se rend compte qu'il y a à la fois des enjeux qui sont liés aux porteurs et d'autres aux projets. Concernant les porteurs, comme le disait Stéphanie, il y a cet enjeu de ne pas créer seul son activité qui revient assez régulièrement, où c'est des personnes, des entrepreneurs qui ont envie de se lancer, mais aussi de se sentir entourés et soutenus dans cette dynamique, sachant que sur les territoires ruraux, on trouve moins d'événementiel, par exemple, lié à l'entrepreneuriat, pour rencontrer des pairs, pour rencontrer une communauté d'entrepreneurs pour s'entourer. Ça l'est de plus en plus, mais en tout cas, ça reste toujours moins important que dans les grandes métropoles. Nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est que c'est souvent des néo-entrepreneurs, donc c'est la première fois qu'ils entreprennent. Donc plutôt des personnes qui ont une expertise sur un secteur d'activité, mais qui n'ont pas forcément créé de sociétés et d'entreprises sociales, d'associations, de scope avant, donc des enjeux on va dire, d'expertise technique, on va dire aussi sur le métier de l'entrepreneuriat.
Et puis, un des freins qu'on a identifié aussi, c'est que les porteurs qui veulent créer ce type de projet, le premier enjeu auquel ils font face, c'est vraiment d'acculturer déjà le territoire, donc les citoyens, les collectivités, etc., à leur modèle qui est un peu spécifique, qui n'est pas sorti des rayons classiques de l'entreprise et qui demande souvent la participation des collectivités territoriales dans le projet ou la participation d'un grand nombre d'acteurs dans le cadre de la gouvernance du projet, avec un modèle économique qui est un peu spécifique, parfois qui ne repose pas uniquement sur de la vente de produits. Donc, voilà, un des enjeux que nous ont remonté les entrepreneurs, c'est aussi, en fait, leur premier job, c'est vraiment d'acculturer les différentes parties prenantes au modèle d'entrepreneuriat de l'ESS qui est plus spécifique que l'entrepreneuriat classique. Et ensuite, en ce qui concerne les projets, aujourd'hui, on voit qu'il y a bon, c'est pas une grande nouveauté, mais on le retrouve dans tous les retours des entrepreneurs aujourd'hui, des enjeux de marché, en fait, qui sont assez importants. Et donc, la question que soulevait Stéphanie de un peu est-ce que je reste dans l'ultra local ou est-ce que je vais plus loin, mais du coup, comment ça vient transformer mon projet et puis l'ancrage que j'avais au moment de la création de ma structure. Donc, ces enjeux de marché, évidemment, ils rentrent en compte dans la création et le développement des entreprises qu'on peut accompagner. Et puis, pour ceux qui ont des modèles économiques hybrides, donc qui reposent à la fois sur du marchand et du non-marchand, les collectivités territoriales, elles ont peu de moyens pour financer sur le long terme une partie de l'activité des projets. Et puis, par exemple, les entreprises sociales dans les grandes métropoles, c'est souvent des grands groupes en fait, avec une démarche RSE, avec une fondation qui viennent cofinancer aussi les projets qui sont portés par ces structures. Et en fait, on retrouve beaucoup moins de grands groupes ou de fondations qui sont présents sur cette typologie de territoire et qui peuvent freiner, on va dire, l'amorçage de nouveaux projets de développement de ces projets. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, on va dire, dans les grandes lignes et des enjeux, comme le disait Stéphanie aussi, de communication pour dépasser un peu l'ultra-local, comme on fait, qui sont les réseaux de soutien qui vont venir mettre de la lumière, on va dire, et éclairer les projets qui sont en cours de construction et de développement. Et puis, le besoin qui est le plus cité des entrepreneurs aujourd'hui, c'est vraiment d'appartenir à une communauté, d'échanger avec des pairs, des gens qui font le même métier, qui rencontrent les mêmes problématiques, et d'avoir du coup des accompagnateurs qui puissent les accompagner en proximité sur le terrain et qui connaissent leur territoire. Donc, à la fois les opportunités de développement et aussi les spécificités de leur territoire, parce qu'on le redisait en introduction, il n'y a pas un territoire qui ressemble à l'autre. Et du coup, on ne peut pas faire du copier-coller en se disant ce projet a super bien marché sur tel endroit, vous n'avez qu'à faire la même chose. Et du coup, d'avoir ces entrepreneurs ou ces accompagnateurs qui sont connectés aux réalités de terrain. Et ce n'est pas toujours facile, soit de les identifier, soit de pouvoir se faire accompagner par ces réseaux. Si je dois synthétiser un peu. Oui, merci. C'est dans un temps court, mais merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus quel type d'accompagnement vous proposez aux porteurs de projets avec Ronalpia et sur quel levier est-ce que vous jouez justement pour les aider? Alors pour essayer d'identifier nos parcours d'accompagnement qu'on proposait, on a fait une première étude d'action il y a un peu plus de 3 ans maintenant où on avait échangé avec une vingtaine de porteurs de projets pour essayer de bien comprendre les besoins. Et puis, au fur et à mesure d'avoir accompagné les porteurs de projets, on affine au fur et à mesure notre ingénierie d'accompagnement. Nous, on les accompagne vraiment dans des parcours d'accompagnement. C'est très peu... en fait, on marche par appel à projet pour accompagner des promotions, pour répondre à ce premier besoin qui était de créer un collectif. Donc, on accompagne un collectif entre 6 et 8 entrepreneurs qui veulent créer leur activité, que nous, on appelle des incubateurs, du coup, pour les accompagner dans leur processus de création d'entreprises sociales, de projets de SS. Et dans ce parcours d'accompagnement, on retrouve de l'accompagnement collectif pour répondre à ces enjeux de monter en expertise sur le métier de l'entrepreneuriat avec des ateliers, de la formation où on fait venir des experts, et de l'accompagnement individuel pour vraiment répondre aux enjeux spécifiques de la structure qui est accompagnée.
On le disait aussi tout à l'heure, nous, Ronalpia, on a vraiment dans notre ADN le faire avec. Donc, ce n'est pas un salarié tout seul de Ronalpia qui vient accompagner les porteurs de projets. On le fait avec des accompagnateurs qui sont du territoire, avec des formateurs qui sont aussi du territoire, pour créer une petite dynamique aussi et fédérer différents acteurs autour des porteurs de projets. Et on le fait surtout en lien avec les collectivités locales, que ce soit communautés de communes ou départements. Donc, il y a Audrey qui est avec nous aujourd'hui, qui est l'une de nos partenaires sur le département de la Drôme. Et ces collectivités, elles interviennent à la fois dans la détection, la sélection et l'accompagnement des porteurs de projets. Parce que c'est important pour nous de pouvoir ancrer le projet, à la fois acculturer encore les collectivités à ces modèles d'entrepreneuriat, et puis d'être vigilant de la complémentarité de la réponse qui est apportée par le porteur de projet de l'ESS et le territoire. C'est-à-dire que s'il y avait sur demain un autre projet exactement comme les locomotivés qui voulaient se développer, que le territoire puisse dire allez bien rencontrer cet autre projet qui existe, qui a déjà développé une activité, etc., pour créer ce maillage, on va dire, assez fin entre les différents projets qui sont développés. Et ensuite, pour y répondre, on a identifié du coup les besoins spécifiques des projets en ruralité, et on en a beaucoup. Du coup, on a adapté nos formations collectives et nos ateliers, notamment sur les enjeux de mobilisation citoyenne. On se rend compte que c'est un enjeu qui est très fort dans les territoires ruraux. On a aussi des formations sur les modèles économiques pour les entreprises qui ont plusieurs activités, enfin, des entreprises à multi-activités, on en trouve beaucoup dans les territoires ruraux, et aussi sur des enjeux, par exemple, de comment on crée sa communauté à l'échelle locale pour avoir un réseau de soutien, on va dire, sur ces projets. Et enfin, voilà, c'est des ingénieries qu'on continue de faire évoluer en fonction des besoins qu'on identifie. Mais voilà, ces enjeux de mobilisation citoyenne, de modèles économiques sur différentes activités, c'est des problématiques qu'on rencontre assez régulièrement. Et donc là, c'était plutôt sur l'accompagnement sur les enjeux de création. Et depuis cette année, on expérimente un premier programme d'accompagnement, toujours en promotion, pour accompagner les entreprises sociales, les projets de l'ESS à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui auraient des problématiques de changement d'échelle. Donc, Stéphanie en parlait aussi tout à l'heure. Et de pouvoir proposer un accompagnement de la même manière dans la durée avec du collectif et de l'individuel pour que ces entreprises elles puissent changer d'échelle à une échelle très locale, mais continuer de démultiplier leur impact auprès d'un plus grand nombre de bénéficiaires ou un plus grand nombre de clients, de pouvoir essaimer leur activité sur de nouveaux territoires, pour que c'est, comme le disait Stéphanie, en fait, pour montrer qu'il y a des projets hyper innovants dans les territoires ruraux qui font vivre ces ruralités, qui portent des ambitions de transformation de modèles, etc., importants, et qui sont pérennes dans le temps. Merci beaucoup. Du coup, je te repasserai la parole tout à l'heure et on aura aussi un temps de questions. Mais j'enchaîne directement avec Bérangère Davio qui est avec nous de l'Avise sur cette question-là, justement, du rôle des accompagnateurs de porteurs de projets comme Ronalpia. Quel est ton avis sur la question? Et puis peut-être avant ça, si tu veux te présenter en quelques mots. Oui, merci. Effectivement, moi, je travaille à l'Avise au sein du pôle territoire. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'Avise, c'est une agence nationale de développement de l'économie sociale et solidaire en France. Donc, on est positionné au niveau national. On est notamment un centre de ressources sur les sujets de l'économie sociale et solidaire, que ce soit pour les créateurs et les porteurs de projets. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, mais également pour les accompagnateurs, les acteurs institutionnels, les financeurs, etc. Voilà. Je ne vais pas détailler l'Avise, on a de nombreuses autres missions, mais globalement, on est centre de ressources et on développe des programmes à échelle nationale, notamment pour renforcer l'accompagnement partout en France. Et du coup, je pense que Joséfa a très bien résumé le rôle des accompagnateurs, donc ça ferait beaucoup redite. Peut-être juste de dire qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire, comme on l'a dit, ce sont des modèles économiques, juridiques, de gouvernance, etc., très spécifiques qui ne s'accompagnent pas de la même manière que la création d'entreprises
hors ESS. Et donc, effectivement, il y a besoin d'accompagnateurs qui connaissent ces spécificités, qui sont aussi, c'est beaucoup d'innovations même juridiques, donc qui sont à la pointe en fait de ce qui peut être développé en France et toutes les nouveautés autour de ces modèles-là, et qui savent accompagner les porteurs de projets sur ces sujets. Donc, on a beaucoup parlé du coup des modèles, de l'ancrage territorial, etc., mais c'est avant tout aussi d'interroger la posture et le rôle d'un entrepreneur et de savoir si c'est fait pour soi, quelles sont les conditions et ce qu'on peut aussi développer par rapport au bagage avec lequel on part dans la création de projet. Donc voilà pour, je dirais, le rôle essentiel en complément de tout ce qu'a dit Josépha sur la mise en réseau, sur la connaissance du territoire, etc. etc. Et puis, du coup, juste de préciser que la VIS anime notamment un réseau d'accompagnateurs. Il en existe au moins, dans ce réseau-là, il y en a 120, des acteurs qui accompagnent la création d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire. C'est intéressant. Aujourd'hui, le maillage, justement, se renforce et on peut trouver des accompagnateurs un peu partout, en tout cas au moins dans chaque région. Il y a encore beaucoup d'enjeux sur les territoires ruraux. Et du coup, de dire que ce réseau, c'est aussi un réseau d'échange sur tous les projets qui existent partout en France. Et donc, ces accompagnateurs ont aussi une bonne vision de ce qui peut exister ailleurs et pas forcément déjà sur le territoire. Et donc, être aussi un lien sur la mise en réseau à une échelle un peu plus large que celle du territoire, mais qui permet vraiment de pouvoir avancer, gagner du temps sur ce qui fonctionne ailleurs et sur ce qui ne fonctionne pas. Ok, merci beaucoup. Avec l'AVIS, du coup, vous avez lancé un collectif qui s'appelle Créa Rural. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors ça va revenir, on a mené un projet en fait, de 3 ans sur l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. Et dans ce cadre-là, on a souhaité notamment travailler le sujet de l'accompagnement à la création de projets, mais pas uniquement, aussi au développement d'activités tout simplement dans l'ESS. Et donc, on a vu justement qu'il y avait un fort besoin de mettre en réseau les acteurs qui s'interrogent sur la manière d'accompagner ces projets, de pouvoir mettre en place des programmes d'appui à la création, de pouvoir accompagner les coopérations entre structures, etc. Et qui font face à des freins spécifiques liés à la ruralité, aux ruralités même. Et donc, on a lancé un collectif d'acteurs engagés sur le développement de l'économie sociale et solidaire, à la fois des incubateurs et des accompagnateurs comme Ronalcha, mais aussi des collectivités, justement, qui souhaitent développer des programmes sur leur territoire et travailler à ce que cette innovation se développe et à ce que ces porteurs de projets puissent contribuer au projet au développement du territoire, et à la fois des fondations, des financeurs plutôt à échelle nationale et qui s'intéressent aussi au sujet des territoires ruraux. Et donc, l'idée d'échanger sur les besoins des porteurs de projets, les profils, tous les programmes qui ont pu être mis en place, la manière dont ils fonctionnent, que ce soit sur l'expertise métier, mais aussi sur les modèles de financement, etc. Et donc, on vient notamment d'en sortir un guide sur la manière de développer des programmes d'accompagnement à l'innovation sociale dans les territoires ruraux, issus de 21 expériences un peu partout en France. Merci beaucoup. Du coup, si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là, on va mettre aussi des liens dans le chat. Et je propose aussi que vous puissiez maintenant poser vos questions. Donc, s'il y a des gens parmi les participants qui ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à les poser à voix haute ou à les mettre dans le chat, que ce soit pour Stéphanie, pour Josépha ou pour Bérangère, du coup, sur les sujets qu'on a abordés. Donc, je vois déjà qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Il y en a une première qui était pour Ronalpia de Martine qui demande est-ce que c'est sous forme de couveuse, votre accompagnement? Non, pardon, on n'a pas le statut de couveuse aujourd'hui parce qu'on n'apporte pas de domiciliation, par exemple, auprès des entrepreneurs ou porteurs de projets qu'on peut accompagner. On est vraiment là pour accompagner les porteurs de projets, mais on ne leur offre pas de cadre juridique spécifique pour expérimenter ou tester leur activité. Ok, merci. Ça répond à la question. Si jamais Martine peut ouvrir son micro pour préciser la question, mais je pense que ça répond très bien. Bonjour. Ah. Oui. Allez-y. Oui, merci pour la réponse. Oui. Mais non, mais parce que moi, je suis porteuse d'un projet, un tiers-lieu intergénérationnel en milieu semi-rural ou rural, il faut voir.
Et en fait, je suis demandeuse d'emploi et j'ai été suivie, j'allais être suivie jusqu'au BGE. Et puis quand j'ai dit que j'allais monter une association, voilà, donc merci. Non, il faut avoir les codes, quoi, en fait. Ou on est entrepreneur en micro-entreprise, ou on monte une association et à ce moment-là, on est dans le circuit. Donc c'est pour ça. Donc moi, ça m'intéressait le BGE sous forme de couveuse pour essayer mon activité. Et puis non, donc oui, heureusement qu'il y a des organismes comme le vôtre, on a le PIA, Avise pour accompagner les porteurs de projets. Mais c'est un peu la jungle, en fait. Quand on ne connaît pas, c'est un peu le parcours du combattant, en tout cas. Voilà. Donc c'est pour ça ma question. Merci beaucoup. Merci. Et Ouais. effectivement, pardon, juste pour répondre à la question, il y a aussi les coopératives d'activité économique aussi qui peuvent répondre à ces besoins-là, avec certaines qui ont une teinte, on va dire, plus ESS que d'autres, on va dire, en termes de projets accompagnés, qui pourraient peut-être aussi, en fonction de votre territoire, répondre à vos enjeux. Et sinon, il y a la cartographie de l'Avise sur tous les, les acteurs de l'accompagnement de l'ESS, que je crois, Bérangère, tu l'as mis dans le chat, qui recense déjà un grand nombre d'acteurs. Oui, effectivement, Bérangère a partagé 2 liens dans le chat sur ce dont elle parlait tout à l'heure, donc n'hésitez pas à aller les consulter. On a Amandine qui dit qu'elle serait potentiellement intéressée pour entreprendre en milieu rural, mais qu'elle n'a pas d'idée précise et qui demande du coup comment est-ce qu'on peut connaître les besoins des territoires en création d'entreprise pour que l'entreprise qu'elle créerait réponde réellement à un besoin du territoire et soit utile. Je ne sais pas à qui précisément peut s'adresser cette question. Potentiellement, vous avez toutes les 3 un avis. Donc, qui veut peut répondre. Moi, pour dire un tout petit mot déjà sur cette question-là, effectivement, justement, se rapprocher des accompagnateurs communs qui connaissent bien à la fois les besoins et puis ce qui existe déjà. Il y a également dire qu'il y a des programmes en fait, qui se lancent en premier pas et même des programmes d'idéation. Donc, ça dépend sur le territoire où vous vous trouvez, Amandine. Mais donc, ces programmes d'idéation, c'est 1, 2, 3 journées pour justement essayer d'identifier une idée à partir, certes, des besoins du territoire, mais aussi de son profil, de ses envies, de ses connaissances, et éventuellement d'identifier d'autres acteurs. Donc, voilà, c'est plusieurs choses. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir sur cette question ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi les poser comme ça à l'oral si la caméra ne vous fait pas trop peur. Sinon, je me ferai le relais des questions qui arrivent dans le chat. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette présentation et pour ces échanges. J'aurais une question sur les municipalités ou les communautés de communes. Comment faire quand on a un projet de création de tiers-lieux en milieu rural pour les sensibiliser? Donc, est-ce qu'il existe des ressources sur lesquelles on peut les diriger pour les sensibiliser sur les questions de tiers-lieux et de faisabilité, les notions de financement, etc. Bérangère, peut-être je te laisse répondre si vous avez dû y travailler avec le réseau RTS. Oui, tout à fait. Alors, les sensibiliser, oui, il y a beaucoup. C'est aussi justement, on produit pas mal de ressources de sensibilisation autour de l'économie sociale et solidaire, et justement c'était tout l'objet d'ailleurs de ce projet de 3 ans, de montrer que c'était un mouvement d'ensemble à une échelle de France, et ça a permis à beaucoup d'acteurs de montrer qu'ils n'étaient pas isolés, mais bien que c'est quelque chose qui se développait, qui avait beaucoup d'importance et qui était aussi soutenu par les programmations tant européennes qu'à d'autres échelles. Et sur les tiers-lieux, il y a aujourd'hui France Tiers-Lieux qui fait quand même un gros travail sur des publications qui peuvent expliciter, montrer ce que sont les tiers-lieux. On a plus globalement aussi créé des ressources type mode d'emploi, économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça représente, etc. Et effectivement, je vais vous mettre dans le chat un certain nombre de ressources qui existent déjà sur les tiers-lieux. Famille Rurale également, qui a fait une grosse publication sur les tiers-lieux ruraux et qui a justement travaillé sur ces tiers-lieux directement avec les collectivités. Donc, c'est de beaux exemples où les collectivités ont été impliquées et du coup, qui peuvent peut-être permettre d'argumenter auprès des vôtres. Je vous mets ça dans le chat.
Merci Mérangère et merci pour Merci cette beaucoup. question parce qu'elle fait la parfaite transition avec la deuxième partie de ce café de campagne. Donc, c'est inespéré, rien n'est prévu. Euh, du coup, Josépha, je te passe la main pour cette deuxième partie qui est justement plus sur le rôle des collectivités. Parfait, merci beaucoup Elsa. Et ben, on va continuer avec Audrey, du coup Audrey Foreau qui est chargée de développement territorial et économie au département de la Drôme. Merci d'avoir accepté cette invitation. Audrey, est-ce que ta caméra est ouverte et ton micro aussi? Oui, c'est très Normalement, bien. oui. Parfait. Et du coup, la première question que je voulais te poser, c'était en quoi est-ce que l'entrepreneuriat de l'ESS, les projets de l'ESS aujourd'hui sur le département de la Drôme, ils répondent aujourd'hui à des besoins identifiés, des besoins de territoire identifiés par le département? Alors déjà, bonjour et puis merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc, comme l'a dit Josépha, je travaille au département de la Drôme, plus précisément dans la direction économie, emploi et insertion. Donc, ce que je vais dire tournera beaucoup autour de ces thématiques de fait. Déjà, il faut savoir que la Drôme, c'est un territoire assez rural avec des disparités. Donc, on a la vallée du Rhône qui est bien urbanisée, qui est bien reliée au réseau, et puis on a des territoires beaucoup plus ruraux. Avec les problématiques qui y sont liées, comme par exemple la mobilité. On a un territoire aussi qui a un vivier d'initiatives au niveau de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est vrai qu'on est connu pour être les pionniers dans le bio, mais il y a aussi des gros acteurs de l'ESS, pour ne citer que celui-là, mais il y en aurait plein d'autres. Par exemple, il y a le groupe Archer sur Romans, qui a été initiateur des pôles territoriaux de coopération économique, qui a été initiateur, par exemple, d'une initiative qui s'appelle Start-up de territoire, qui ensuite a essaimé en France. Donc voilà, il y a vraiment une belle dynamique dans la Drôme. Donc, on voit une réponse à des besoins à plusieurs niveaux. Donc, comme on le disait, c'est un territoire rural, mais il y a aussi la problématique de centre-ville qui sont parfois non pas désertés, mais en perte de dynamique. Donc, on a une véritable utilité sociale de certains projets dans beaucoup de domaines. Ça va de l'épicerie associative à une structure qui crée une offre de mobilité, de covoiturage, à une micro-crèche qui se crée, à un Fab Lab, un espace de coworking qui permet d'accéder à des espaces de travail et de création. On a aussi beaucoup d'initiatives qui sont sur la culture, ou sur le lien social, hein, par exemple un café qui va être reconnu espace de vie sociale par la CAF. Voilà, donc on a tout un tas de projets qui vont venir vraiment répondre à des besoins dans des territoires où soit il n'y avait pas d'offre ou l'offre est partie dans le temps. Ensuite, point très important, c'est qu'on a aussi tout un tas d'initiatives qui répondent aux besoins des publics précaires, en proposant des biens et des services qui sont accessibles. Donc, on a tout ce qui est seconde main au niveau s'habiller, s'équiper, bricoler. On a aussi beaucoup d'offres de mobilité solidaire, que ce soit les auto-écoles solidaires, des associations qui font de la location de vélos électriques ou encore des plateformes de covoiturage solidaire. On a aussi une réponse à un besoin d'accès à une alimentation de qualité pour des publics qui ont peu de moyens. Ça peut aller du jardin nourricier à l'épicerie associative qui propose des produits sans marge, par exemple. Pour prendre des exemples de projets accompagnés par Ronalpia, on retrouve beaucoup ces thématiques-là. Par exemple, dans la promotion incubation de 2021, il y avait une friperie, une épicerie de quartier, un projet d'accompagnement à l'autorénovation. Donc voilà, on voit qu'on retrouve pas mal de ces thématiques. Aussi, au niveau du département, on est bien sûr sensible aux projets qui sont à destination d'un public en perte d'autonomie ou porteur de handicap. Donc là aussi, on a une palette de projets, d'entrepreneurs qui permettent de répondre à des besoins pour, par exemple, le sport adapté. On a aussi une association qui est unique en France qui dresse des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. Et puis, bien sûr, on a tous les services tournés vers les seniors, voilà, qui ont vraiment une grande importance. C'est vraiment un besoin important sur le territoire.
Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que tout simplement, tous ces projets entrepreneuriaux, ils sont créateurs d'emplois. Et ça, c'est non négligeable sur un territoire où le taux de chômage est quand même plutôt élevé. Et pour certains, ils sont même un tremplin vers l'emploi parce que, bien sûr, il y a toutes les structures d'insertion par l'activité économique avec lesquelles on est en relation quasi quotidienne et qui permettent la réinsertion de publics éloignés de l'emploi. Donc, il y en a sur toutes les thématiques. Ça va du chantier de paysagiste à une initiative qui va bientôt s'installer, qui d'ailleurs est accompagnée par Ronald Pia aussi, qui est la table de Cana, qui est un traiteur. Autre point que je voulais aborder aussi, c'est que bien sûr, il y a l'aspect innovation sociale. Donc, non seulement on répond à un besoin, mais on va essayer de sortir des sentiers battus. Il y a des solutions qui sont inventées pour vraiment être du sur-mesure. Et donc, ça fait vraiment la force de ces projets. Enfin, je vais mettre aussi la notion de ressources en face des besoins parce que c'est répondre aux besoins du territoire, mais c'est aussi utiliser les ressources du territoire pour répondre à ces besoins. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc, que ça soit une initiative dans le compostage, dans la production alimentaire ou la promotion des savoir-faire ou la promotion des patrimoines, on a vraiment des initiatives qui vont promouvoir les ressources locales. Et donc, c'est ça qui compte beaucoup aussi. Et puis voilà, c'est une externalité positive, c'est que tous ces projets qui se créent d'année en année, ils permettent de créer un écosystème économique local résilient. Voilà, c'est très intéressant. Au fil du temps, on voit tous les liens qui se créent, les synergies qui se créent entre les projets. Là, récemment, par exemple, il y avait une commission départementale qui permettait d'attribuer des subventions. À la suite, on a eu l'exploitant forestier qui exploite du bois local du Vercors. Après, on a eu une entreprise de charpente qui utilise ce bois local. Et ensuite, on a eu aussi un dossier d'une entreprise qui fait des chantiers d'insertion et qui collabore avec l'entreprise de menuiserie qui va utiliser ces planches dans ces chantiers d'insertion. Donc voilà, on voit que ces projets de l'ESS, ils s'intègrent avec les économies classiques, avec les entreprises classiques, pardon, et on a des vraies synergies, et donc ça, c'est d'autant plus intéressant. C'est vrai que c'est un vrai sujet, en tout cas les coopérations à l'échelle d'un territoire. Enfin, t'en parles super bien, Audrey, à la fois entre les entreprises de l'ESS et aussi avec les acteurs de l'économie aussi plus classique. Et c'est ce qui fait, comme tu le disais, la résilience à un niveau très local des territoires. Et aujourd'hui, c'était ma deuxième question, toutes ces initiatives, on va dire, tous ces beaux projets, comment vous les accompagnez, vous, collectivités, départements, enfin, voilà, quel est votre rôle aujourd'hui dans l'accompagnement de ces projets? Qu'est-ce que vous mettez en place plus spécifiquement? Alors, premièrement, il faut repréciser un peu la compétence du département. En fait, le département, il est chef de file en matière d'action sociale. Il porte également la santé, l'autonomie. Il est garant des solidarités humaines et territoriales. Donc voilà, puis il a d'autres compétences que je ne citerai pas, mais l'idée, c'est de soutenir les projets qui rentrent dans ce spectre-là. En plus, au niveau de la direction économie, emploi, insertion, on a également une feuille de route qui insiste sur l'économie de proximité, son importance. Et puis, on a également déterminé des thématiques prioritaires qui permettent de cibler un peu plus les projets que l'on va aider. Donc, il faut savoir qu'on a un plan alimentaire territorial qui est en construction au niveau du département, dont un des axes importants, c'est assurer l'accès à tous à une alimentation durable et de qualité. Donc, bien sûr, quand on va essayer d'aider les projets qui se tournent vers ces objectifs-là, on va aussi porter une attention particulière aux projets qui vont répondre à la problématique de prévention et accompagnement à la perte d'autonomie. Parce que voilà, on a aussi un programme qui est le parcours solidarité. Et donc, on a une volonté de développer une économie de l'autonomie pour tous les services qui vont se diriger vers les personnes porteuses de handicap ou les personnes âgées. Et aussi, il y a eu le choix qui a été fait aussi de défendre les projets qui s'inscrivent dans l'économie circulaire.
On va accompagner les projets par plusieurs voies. Directement, il y a un dispositif de financement qui est un appel à projet. Le but de cet appel à projet, c'est d'intervenir en levier quand il y a un investissement qui est à réaliser par une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça peut être une structure en création ou qui existe déjà, mais qui doit passer un cap, qui a un gros investissement à réaliser. Donc, on va intervenir sur le financement de dépenses, soit de petits travaux, soit matériel, équipement. Donc, on va porter attention à l'utilité sociale du projet, à l'emploi qu'il est susceptible de créer, à son ancrage territorial. On a une contrainte, c'est bien sûr de ne pas déborder sur ce qui ressemblerait à de l'aide à l'entreprise, parce que le département n'est pas compétent en matière de développement économique. Donc, voilà, on est toujours bordé par ça. Et aussi par la nature des projets, en fait, parce qu'on a des projets très vertueux. S'ils ne sont pas dans le champ de compétences du département, on ne va pas pouvoir les aider. Je prends souvent l'exemple du compostage. Voilà, la gestion des déchets, on n'intervient pas dessus, même si c'est un projet super vertueux. Donc, c'est un appel à projet. Ça permet quand même d'aider des projets maximum à hauteur de 50 000 €. Donc, voilà, ce n'est pas négligeable. Et puis, plus largement, quand on ne peut rien faire au niveau financier pour le projet, on essaie toujours d'être à l'écoute, d'orienter et de faire le lien. Et donc, ça induit vraiment une bonne connaissance et une bonne relation avec les acteurs du territoire. Donc, voilà, on a mentionné, il y a Ronalpia, bien sûr, évidemment, mais après, il y a tout un tas d'acteurs. Il y a la CRES, il y a l'URSCOP, il y a tous les acteurs du financement. Voilà, donc il y a toujours quelqu'un vers qui orienter les porteurs de projets. Ensuite, notre intervention, elle passe aussi via des partenariats avec les acteurs de l'accompagnement du territoire. Donc, on va faire des conventions de partenariat qui induisent parfois un soutien financier, parfois juste une participation à leur comité d'administration, par exemple, et puis aussi acter d'une participation à leur côté à des projets. Donc, par exemple, on a un partenariat avec Ronalpia. Dans le cadre, il a été établi dans le cadre de l'installation de l'antenne drômoise, parce que Ronalpia était déjà présent sur le territoire, mais là, il crée vraiment une antenne à part entière pour tout le département. On est aussi en lien avec la FAPP. C'est un acteur d'ailleurs avec lequel est lié Ronalpia pour je ne sais pas comment on peut dire, Josépha corrigera, mais c'est un partenariat aussi. Et la FAPT, c'est un consortium en fait entre le groupe Archer et l'agglomération de Valence-Romand, qui a vocation à accompagner des projets de territoire qui vont être à impact, donc soit sur des enjeux de transition écologique, énergétique, numérique, sociale, etc. Donc c'est faire du développement économique, mais avec impact. Aussi, on soutient les plateformes Initiactive. Donc, Initiactive 2607, c'est une structure qui fait partie du réseau France Active. Donc, ils ont des antennes locales aussi dans la Drôme et eux, ils apportent des financements et des accompagnements à l'entrepreneuriat. Ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'ils peuvent mener des actions spécifiques sur des publics cibles du département. Donc, par exemple, les bénéficiaires du RSA ou les jeunes en insertion sociale et professionnelle. Et on est aussi impliqué, toujours en lien avec Initiactive, dans le dispositif local d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on participe au comité et on a un soutien financier pour ce dispositif. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les structures employeuses, qui sont des associations, et qui vont avoir une problématique particulière au cours de leur développement. Donc voilà un peu le panel d'actions qu'on met en œuvre pour soutenir l'entrepreneuriat, et notamment dans l'économie sociale et solidaire. Super, merci beaucoup Audrey. Et peut-être une dernière petite question avant de laisser la main à Bérangère. Aujourd'hui, si tu aurais un conseil ou des leviers que la collectivité a identifiés aujourd'hui pour pouvoir s'emparer des solutions qui sont mises en place par ces entreprises sociales, ces projets de l'ESS. Oui, alors le premier enjeu oui, pour s'en emparer déjà de ces projets, c'est de les connaître et de les identifier. Donc, avoir des partenariats avec les structures en lien avec l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'entrepreneuriat en général, c'est important. Et aussi, un dispositif de financement tel qu'on en dispose, ça permet aussi de repérer des projets. Donc voilà, ça c'est important. Ensuite, bien sûr, nous, on utilise tout simplement la commande publique.
On utilise des conventionnements pour faire le lien et pour se saisir des solutions qui sont proposées et les mettre au service de nos objectifs. Aussi, on essaie toujours d'améliorer notre connaissance des initiatives. Par exemple, la mobilité, c'est un gros enjeu parce que la mobilité, c'est un des gros freins vers l'emploi. Voilà, le département il est en train de mener un travail d'état des lieux de ce qui se fait en termes de solutions de mobilité. Il a déjà dans ses partenariats, dans ses conventionnements, des relations avec tout un tas d'acteurs qui proposent des solutions de mobilité. Voilà, une clé aussi, c'est la transversalité en fait, parce que au sein de la collectivité, par exemple, moi, à mon poste, je vais avoir connaissance de certains acteurs. Et pour vraiment bien se saisir de ce qu'ils font, il faut que je puisse faire le lien avec mes collègues. Par exemple, au niveau de l'éducation, le service éducation, ils mènent des actions qui s'adressent aux collégiens. Eux, ils ont tout un catalogue d'interventions. C'est important qu'ils aient connaissance des initiatives qui sont sur le territoire. Par exemple, il y a un Fab Lab qui peut faire des interventions auprès des collégiens. C'est important de faire le lien entre ce Fab Lab et notre service d'éducation pour qu'ils soient au courant qu'il y a un catalogue qui se construit et qu'ils puissent se positionner. Et voilà, l'important aussi, c'est... encore une fois, l'important, c'est de repérer les projets, les aider à s'installer aussi quand on voit qu'ils sont potentiellement en capacité de répondre à une problématique. Par exemple, encore une fois, j'en reviens à l'emploi, mais il y a beaucoup de solutions qui se développent sur l'insertion et c'est intéressant de pouvoir ainsi développer notre offre d'orientation pour les personnes éloignées de l'emploi. Et enfin, dans ces projets, il y a aussi un enjeu, c'est ils font rayonner le territoire, ils sont un atout pour le territoire. En fait, tous ces projets ils sont dynamisants, ils donnent envie de venir en Drôme. Donc, c'est important aussi de les mettre en avant dès qu'on en a l'occasion et de suivre leur actualité, tout simplement. Un grand merci Audrey pour ces retours hyper constructifs sur ce qui est piloté aujourd'hui par le département de la Drôme. S'il y a des questions, du coup, je fais comme toi, Exa, on les prend à la fin. Ça te va? Super. Et du coup, peut-être pour rebondir par rapport à ce que vient de citer Audrey Bérangère, dans le cadre du programme Tresson que vous avez porté avec le réseau RTES, déjà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et puis nous partager vos grands apprentissages, on va dire, sur le rôle des collectivités dans l'accompagnement et l'émergence de projets ESS en ruralité? Oui, bien sûr. Alors, juste le RTES, c'est le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. C'est vraiment un réseau de collectivités qui s'engage sur le sujet de l'économie sociale et solidaire, qui souhaite en faire une politique publique dédiée, en tout cas en construire une, et qui du coup partage un peu entre elles autour des actions menées. C'est très intéressant, si vous vous intéressez au sujet des collectivités, de regarder aussi sur le site du RTES. Le programme Tresson, c'était un programme, comme j'ai dit, de 3 ans qui a été soutenu par le réseau rural français et le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'objectif, c'était de se dire on n'a même pas de chiffres, en fait, de données sur la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. On voit bien justement que beaucoup de projets s'inventent et se réinventent, ou même plein d'activités qui existent grâce à l'économie sociale et solidaire. Essayons de qualifier cela un peu mieux, donc des études plutôt quantitatives, statistiques, etc., mais également de regarder en termes qualitatifs la manière dont certains territoires peuvent justement mieux s'emparer de l'économie sociale et solidaire que d'autres, quels sont les leviers derrière qui permettent ça, quelles sont les formes de projets qu'on retrouve le plus, de documenter, de créer de la ressource, etc. Et puis de valoriser justement toutes ces initiatives qui existent dans les territoires ruraux. Donc, on a une newsletter qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, qui met en avant à la fois des appels à projets, à la fois des exemples de projets, etc. Et puis on a produit un grand nombre de publications. Juste un chiffre clé, l'économie sociale et solidaire, c'est pas loin de 18% de l'emploi privé dans les territoires ruraux. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Sur le rôle des collectivités, je pense que là aussi, j'arrive après et le panorama a bien été dressé quand même. Donc ça dépend bien sûr des échelles de collectivité, mais au global, bien sûr, il y a l'enjeu d'acculturation des acteurs du territoire sur l'ESS et puis de ces équipes en premier lieu. Et donc, vraiment de
bien connaître ce mode d'entreprendre et ce mode d'économie et de pouvoir aussi justement ne pas en faire un acteur ou une économie un peu sur le côté, mais bien justement un vrai levier de développement du territoire. Donc il y a toute cette acculturation, cette mise en visibilité, cette valorisation qui est essentielle via une inscription et une reconnaissance justement dans la politique publique, hein, donc dans sa feuille de route, soit de stratégie de développement économique, soit les contrats de relance et de transition écologique, soit les programmes, les petites villes de demain, etc. Mais de pouvoir l'inscrire tel quel, c'est aussi permettre aux acteurs de l'ESS de pouvoir se saisir des leviers financiers derrière. Et c'est important, sinon on peut avoir des blocages en fait, dès le début. Donc un soutien financier, bien sûr justement de porter une interrogation sur la manière dont l'écosystème d'accompagnement est structuré localement et du coup de pouvoir mettre en dialogue les acteurs de l'accompagnement et du coup faciliter justement l'orientation des porteurs de projets au sein de tout ce qui existe, que ce soit en matière d'accompagnement, de financement, enrichir bien sûr cet écosystème par un soutien et par des partenariats. Et puis, je pense que la collectivité, on le voit beaucoup, hein, est porteuse d'innovation publique qui souvent se prolonge en activité de l'économie sociale et solidaire quand elle repère un besoin de pouvoir justement dialoguer avec les associations du territoire, avec les acteurs de l'ESS, avec les accompagnateurs pour co-construire une solution. Et donc là, être vraiment même parfois à l'initiative de nouveaux projets qui vont se développer en justement... mettant tout ça autour de la table. Donc voilà, je dirais pour les leviers un petit peu génériques qui peuvent exister, mais regardez sur tous les programmes, je pense, tous les outils de contractualisation, de planification territoriale, etc., et de s'assurer de la reconnaissance de l'ESS au sein de ces outils, ce serait déjà un très bon premier pas pour développer l'ESS. Merci beaucoup pour tes retours, Bérangère. Peut-être que ça répond aussi à la question qu'avait Eden tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Je vois un pouce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment de les prendre, Elsa. Oui, si vous avez une ou deux questions, on a 2-3 minutes. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, la poser. J'ai une question. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Catherine de Freycinet, je suis administratrice chez Garrigue. C'est une des entreprises, c'est une entreprise, une coopérative qui finance l'ESS depuis ses débuts. On est l'un des pionniers, on a commencé il y a 40 ans. Et d'autre part, d'un point de vue personnel, j'ai un intérêt vers les tiers-lieux. Merci beaucoup à la VISE qui partage tant de ressources qui nous aident à mieux comprendre le secteur de l'ESS. Il y a tellement de choses, c'est juste formidable. Je suis également cigalée, donc j'appartiens à un club cigale. Et j'ai une passion pour les tiers-lieux. En fait, je crois qu'il y a quelque chose là à explorer, surtout dans les territoires ruraux dans lesquels on peut créer, comme on le disait à l'instant, des émulations de toutes sortes, et puis faire travailler des partenaires, des acteurs sociaux, des collectivités territoriales et des acteurs privés ensemble, ce qui est formidable, parce que ça nous permet de trouver des leviers communs et des points de conversation pour le développement à long terme de ces projets-là. Ce que j'entends dans le monde les retours que j'ai dans la finance solidaire, c'est qu'un tiers-lieu n'est pas suffisamment rentable, et qu'il n'est pas assez fluide en fait, on ne peut pas le revendre, donc c'est assez compliqué d'investir dans un projet comme celui-là, on n'arrive pas tout à fait même s'il est rentable, on n'arrive pas à le scaler, donc à le faire passer à une plus grande échelle et à lui faire plus de chiffres en fait, pour parler très, très, très cash, c'est le cas de le dire. Il y a quand même une question moi, qui m'interpelle. Je suis en train d'essayer de commencer à conseiller j'ai créé une structure avec un normalien et on aide à créer des tiers-lieux, pour l'instant dans les Yvelines et dans la région parisienne, pour faire émulation et pour faire avancer tout ça. Donc, on le fait avec un profit minime. Mais je me demandais si, à vous tous, en fait, la question est très générale, ce que vous voyez comme intervention des partenaires privés à l'intérieur des tiers-lieux pour les aider quels sont les arguments que je pourrais leur présenter et quelle est la façon de les attirer vers ces projets-là? C'est une colle ou quelqu'un a peut-être des éléments de réponse.
Ah, Bérangère, je crois qu'on ne t'entend pas parce que ton micro est coupé. J'allais dire que c'est Josépha, l'accompagnatrice de proximité, mais non, je vais compléter. Ouais, ok. Non, en premier élément, enfin, de toute manière, c'est certain, ça dépend de quel type de tiers-lieu on parle, hein, parce que tiers-lieu recouvre beaucoup de choses et il y a une majorité de tiers-lieux qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, mais pas exclusivement. Donc, c'est peut-être à regarder. Si vous parlez du coup, et j'imagine que c'est le cas, des tiers-lieux de l'économie sociale et solidaire, effectivement, il faut se tourner plutôt vers des financeurs qui ont des notions et qui vont de toute manière intégrer la notion d'impact dans leur financement. Et du coup, ensuite, de pouvoir mettre ça en dialogue avec la plus-value qu'ils recherchent en termes d'apport sociétal et du coup, derrière, qui mettent en balance en fait le modèle économique et qui peut être plus fragile ou pas. Donc, il n'y a pas de recette miracle. En tout cas, des financeurs qui ne seront pas soucieux de cet impact-là ne financeront pas un projet de l'ESS, quel qu'il soit. C'est ce que, pour compléter par rapport à ce que tu dis, Bérangère aussi, nous, on voit aujourd'hui dans les tiers-lieux qu'on accompagne, ils ont souvent une couleur, on va dire, assez particulière qui fait l'âme en fait des différents tiers-lieux. Il n'y en a pas un qui se ressemble dans les territoires et c'est aussi tout l'objectif de ces tiers-lieux. Et souvent, pour les partenaires privés, le lien qui est fait aussi, c'est à travers les tiers-lieux, c'est se reconnecter en fait au territoire aussi directement. Enfin, c'est ce que viennent chercher souvent les acteurs privés, les grands comptes plus largement, c'est de se dire la proximité coûte cher, entre guillemets, d'avoir de l'ultra-localité, c'est onéreux pour des acteurs privés. Les tiers-lieux peuvent être un moyen de connecter en fait une grande entreprise et un territoire à travers des activités qui pourraient être déployées, sauf que c'est très particulier par rapport à la thématique qui est portée par le grand compte ou des investisseurs privés et la couleur du tiers-lieu qui est identifiée. Donc, c'est très le terme de tiers-lieu, il est très général aussi, il peut impliquer différentes activités. Donc, c'est un peu une réponse bateau du coup, mais ça demande d'avoir plus de précision sur quelle typologie de tiers-lieu et auprès de quel grand compte pour pouvoir travailler la stratégie de matching, on va dire, pour financer ce type d'activité. Merci beaucoup. Effectivement, ma question était très, très générale, mais c'est un point, à mon avis, qui est un peu... C'est un des nœuds à réfléchir. Donc, j'étais curieuse de connaître vos avis, mais peut-être on en reparlera plus précisément à une autre occasion. Merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin de ce café. Merci Bérangère, Josépha, Audrey, Stéphanie. Merci à vous. Pour vos interventions et à tous les participants et pour vos questions. Thibaut, je te repasse la balle pour conclure. Merci. Merci beaucoup Elsa. Merci mesdames, en tous les cas, pour vos interventions extrêmement lumineuses. Merci Josépha et merci Elsa pour cette co-animation de grande qualité. Je vous invite maintenant à rejoindre l'événement Ruralité & Co. Il y a encore 3 ateliers d'1 heure au programme. Il y a le volontariat territorial en administration, une opportunité pour les jeunes en ruralité pour le développement territorial. Un 2e atelier sur l'innovation au service de la transition énergétique et puis un 3e atelier sur la résilience climatique. Donc c'est juste après, vous pouvez y aller. C'est de grande qualité en tout cas. Merci à toutes et à tous. On se retrouve pour notre dernier café de campagne le 23 juin prochain sur la question du tourisme et territoires ruraux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire nombreux et nombreux. Je vous souhaite une excellente fin de journée et Elsa, je t'invite à envoyer le générique. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.